Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de TLS+. Et pour débuter cette nouvelle saison, je vous propose un grand voyage. Un voyage qui va nous mener jusqu'au Bhoutan, un royaume grand comme la Suisse, coincé entre l'Inde et la Chine, à l'est de l'Himalaya. Un royaume qui mesure sa richesse non pas avec son PNB, produit national brut, mais avec son BNB, bonheur national brut. Un BNB régi par 4 grands piliers: le développement durable, la préservation de l'environnement, la préservation de la culture et la bonne gouvernance. Le Bhoutan, qui est aussi appelé le pays du bonheur, est le dernier pays au monde à avoir eu accès à la télévision et à Internet. C'était il y a 20 ans. Et c'est sur ce point qu'aujourd'hui nous allons nous attarder. Quel impact peut avoir cette technologie sur un des lieux les plus préservés de notre planète ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, un réalisateur maintes fois primé, un réalisateur qui a posé sa caméra dans ce petit coin du monde pour nous raconter une histoire humaine, une histoire de notre temps. Bhoutan, un pays dans le cloud, c'est maintenant. Thomas Balmès, bonjour. Bonjour. Thomas Balmès, bonjour, pardon. Vous êtes le réalisateur d'une dizaine de films. Alors, j'ai noté L'Évangile selon les Papous, Bébé, Happiness, pour ne citer que. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour votre nouveau film qui s'appelle Sing Me a Song, qui sort le 23 septembre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Un film que j'ai eu l'immense plaisir de voir, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le dis à nouveau. Avant de regarder la bande-annonce et de présenter la bande-annonce à nos téléspectateurs, j'ai juste une question. Comment va Payanki ? Eh bien, écoutez, Payanki va très bien. Nous communiquons régulièrement sur les réseaux sociaux. Ouais. Il m'envoie régulièrement ses essais des films qu'il est en train de réaliser. Vous avez créé une vocation ? Voilà, j'ai l'impression qu'il veut me faire de la concurrence. Et il l'a vu, le film ? Il l'a vu, comme tout le monastère. Et comme tous les personnages du film. Ouais. Et ils en débattent et c'est quelque chose, j'espère, qui va circuler un peu au Bhoutan et faire se poser 2-3 questions sur leur rapport aux écrans, comme chez nous, parce que c'est un film qui se passe au Bhoutan, mais que j'ai essayé d'être un peu universel sur cette problématique. Alors, on parle de Payanki, on parle de Bhoutan. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, puisqu'il sort le 23 septembre, et encore moins la bande-annonce, eh ben, la bande-annonce, pardon, où on vous présente le Bhoutan et Payanki. 근데 뭐 잘은 못시나. 어디 이쯤나 부른다는 셰프한테. 누나, boyfriend cheesy. Rezilesi la bebede. صديقتي على 중국인 라면 어신행기 주베저리 셰프한테 가든 통도 또 보아. 셰프한테 같이 배로 또 보아. 대보다 가우팀기 셰프한테 통도 또 보아. Donc, Sing Me a Song, le 23 septembre, sorti en France, international aussi ? Alors, un peu plus tard en Allemagne, en Suisse, en Belgique, et en fonction du Covid, peut-être ailleurs. Alors, plein de questions concernant ce film. D'abord, pourquoi ce titre, Sing Me a Song ? Alors, tous les titres de mes films viennent d'un des dialogues du film, et j'ai trouvé que ce moment où il lui demandait de lui chanter une chanson, c'est aussi le même dans la bande-annonce, j'ai trouvé ça
poétique, émouvant, et j'aime bien que ce soit pas trop didactique mes titres, donc ils sont pas forcément une copie de ce que le film raconte. D'accord. Alors, tout se passe au Bhoutan, dans un petit village à 4000 mètres d'altitude, c'est bien ça. Quel est votre rapport au Bhoutan? Vous avez fait un premier film qui s'appelle toujours Happiness, qui se déroulait également au même endroit avec les mêmes protagonistes. Tout à fait. C'était il y a 10 ans. Voilà. Donc, votre premier contact avec le Bhoutan, c'était il y a 10 ans. Mais comment on fait pour inscrire un film sur la durée, comme vous venez de le faire, puisque, en fait, Sing Me a Song, c'est quoi? C'est la suite d'Happiness? Eh bien non, en fait. C'est comme si Happiness était un prequel du film que je voulais faire. Le film que je voulais faire est Sing Me a Song. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait, là? Parce que l'électricité et la route ont mis des années et des années avant d'arriver dans le village. Et donc Happiness raconte l'avant-propos. C'est-à-dire que j'ai suivi Piyanki et le film finit, la dernière image de Happiness, l'électricité arrive dans le village et on voit juste le visage de tous les villageois qui regardent la télévision. Et donc je n'ai pas pu faire Sing Me a Song parce qu'il y a eu des déluges absolument incroyables qui ont fait que toutes les routes ont été dévastées et que les travaux d'arrivée d'électricité ont été retardés. Mais mon propos a toujours été de suivre le moment entre l'avant, l'après et la transformation d'une communauté entre le moment où elle n'a aucune connexion avec le reste du monde et tout d'un coup cette espèce d'état dans lequel ils sont aujourd'hui qui est très proche d'un état d'addiction qu'on peut retrouver dans n'importe quel pays qui s'est passé dans un temps extrêmement court. Mais pourquoi au Bhoutan? Parce que là, pour le coup, vous auriez pu le faire en fin fond de l'Afrique. Alors, ce qui m'intéressait avec le Bhoutan, c'est que c'est, comme vous l'avez dit dans votre présentation, c'est un des derniers pays au monde à avoir ouvert ses frontières en termes d'Internet, de télévision. Jusqu'en 1998, il n'y avait ni télévision, ni Internet, ni aucun rapport avec le monde extérieur. On sait pourquoi? Rien. C'est le roi qui avait décidé ça, de la même manière qu'il restreint encore aujourd'hui énormément le tourisme. Il faut payer 250 € par jour pour aller au Bhoutan. Mais tout compris, hein, c'est pas en plus du voyage. Hein, voilà, tout est compris, mais ça fait quand même qu'ils n'ont pas la situation qu'on peut avoir au Népal avec un tourisme de masse et donc ils se préservent d'un impact écologique et culturel en minimisant ce tourisme. Malheureusement, je pense que l'impact culturel qu'ils arrivent à minimiser avec le tourisme est compensé par l'impact de ces écrans. C'est ce que j'allais vous dire, c'est totalement paradoxal parce que là, d'un coup, c'est pas une fenêtre qui s'ouvre sur le monde. Et quand on voit le film, on se rend compte. Vous avez une petite ellipse, justement, sans dénaturer le film, sans le raconter. Il y a un petit moment d'avant et un moment où on n'est pas dans l'après, c'est presque retour vers le futur, un petit peu. Ben, disons qu'en 20 ans, ils sont passés de aucun rapport aux images à la plus grande consommation d'images de toute l'Asie, voire du monde. Donc ils sont à 6-7 heures par jour. Oui, c'est ce que j'ai noté, c'est que c'est le pays d'Asie qui est le plus consommateur d'écran proportionnellement à la population. Population de 800 000 personnes au maximum. Devant les Coréens, qui sont des grands consommateurs et qui ont déjà mis en place des centres de désintoxication, tellement le phénomène sanitaire est important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, cette arrivée de l'électricité et donc d'Internet, ça répondait à une demande? Ils étaient en attente? Ou on a imposé un nouveau vice presque? Alors, je pense surtout qu'il n'y a rien qui peut lutter contre un smartphone. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'équivalent en termes de distraction qui peut lutter contre ça, quelle que soit sa culture, quelle que soit... Et c'est quelque chose de totalement universel. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'avoir été au Japon au début des années 2000 et d'être... complètement ahuri de voir les gens dans le métro qui étaient tous déjà sur l'ancêtre des smartphones. Vous avez été dans le métro à Tokyo et je me disais jamais ça arrivera. Or, aujourd'hui, il n'y a pas un pays sur Terre qui est épargné, quelle que soit sa culture, quel que soit ses antécédents. Et le fait de n'avoir aucun recul fait que je dirais que les Bhoutanais se sont engouffrés dans ce rapport aux écrans encore plus que leurs voisins. Mais vous dites personne ne peut lutter contre ce divertissement, ça veut dire qu'ils s'ennuyaient avant? Je pense qu'ils s'ennuyaient est-ce qu'ils en avaient conscience et qu'ils n'en avaient pas forcément conscience. Mais en tout cas, ils n'avaient pas le même type d'activité. Ou en tout cas, il y avait plus d'interaction, il y avait
et qu'ils étaient moins... Moi, ça m'est arrivé, je ne l'ai pas monté, mais de filmer une scène où Pianki retourne chez lui. La scène était tellement caricaturale que je n'ai pas voulu la mettre. Mais il est en train de dîner avec sa mère et ses frères et sœurs. Et il y a sa mère qui a 70 ans, qui est seule à regarder le feu avec tous ses enfants qui sont tous sur leur écran. Et c'est une scène que vous pouvez retrouver dans n'importe quel foyer, quel que soit le continent aujourd'hui. Donc j'ai des amis américains chez qui j'étais récemment dans le Connecticut qui sont exactement dans la même situation. Quels que soient les milieux sociaux, je dirais que et au premier chef, je me retrouve moi-même avec mes propres enfants dans ce genre de discussion quasi quotidiennement, parce que je pense que le phénomène est tel qu'il est totalement universel. Et c'est ça qui m'a intéressé aussi de le faire au Bhoutan, c'est que c'était un processus qui me permettait de raconter une histoire et de ne pas être dans un film à thèse où j'allais être dans un propos moralisateur, mais je voulais, à travers de quelque chose qui suit une courbe narrative très très forte, pouvoir toucher le plus grand nombre et débattre par la suite du sujet, mais pas être dans quelque chose de négatif, même si je pense que ce que je pense de la situation se voit quand on regarde le film. Qui finance ça Ce film ? C'est l'État ? Non, pas les installations, l'électricité. C'est l'État, c'est des opérateurs privés ? Des opérateurs privés, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent les nouveaux clients Coca-Cola, Nike, c'est ça ? C'est Murdoch qui s'est lancé là-bas. Ah, d'accord. C'est Murdoch qui est extrêmement présent en Asie. C'est lui qui a tout ce qui est télévision. Tout ce qui est Internet, c'est des opérateurs privés. Mais en tout cas, tout ce qui est télévision, c'est Murdoch, ça c'est sûr. Et tout ce qui est Internet, c'est des opérateurs privés qui, à mon avis, sont soit locaux, soit indiens. Ok. Alors, on le voit dans le film, Internet est arrivé, ne serait-ce qu'au travers des smartphones, est arrivé, mais c'est plus qu'un tsunami, c'est plus qu'un ouragan. Et avant qu'on réagisse sur ça, je voudrais juste... On va voir un extrait qui est tellement révélateur, et en fait, dans sa façon de filmer, justement, ce dézoom que vous faites, vous racontez presque l'avant, le pendant, l'après, en l'espace de moins d'une minute. Je ne sais pas si c'était la volonté. Je pense que cette séquence, en plus, a marqué les gens parce qu'elle est tellement... Elle a tout son contraste sur un seul plan séquence. Le mieux, c'est qu'on regarde. Je vous propose de regarder l'extrait. Là, on se rend compte qu'en fait, ils sont totalement formatés, automatisés sur la prière, donc ils récitent ça comme s'ils respiraient ou ils regardaient au loin, c'est-à-dire que ça a presque pas... Ça a toujours une importance dans leur vie ? Alors, l'enseignement qu'ils reçoivent est très particulier dans le sens où il n'y a aucune philosophie, on ne leur explique même pas le sens de ce qu'ils apprennent. C'est pour ça qu'ils le récitent comme ça. Voilà, donc l'important c'est juste de le réciter. Et c'est comme si on demandait à... c'est un langage, il n'y a pas le début du cours de sanskrit, c'est du sanskrit. Donc, en gros, ce qu'on leur demande juste, c'est de le réciter et de faire des cérémonies dans des familles plus tard. C'est comme ça qu'ils vont gagner leur vie pour bénir un champ ou protéger une maison tout au long de l'année, les rituels, les mariages, les enterrements, etc.
Et donc, c'est assez frustrant pour eux de passer des années à apprendre ces textes, et donc ils le font de manière totalement mécanique. Et donc, quand les maîtres ne sont pas là, ce qui arrive de temps en temps, là, il y avait un pèlerinage qui avait été organisé, donc ils étaient un peu laissés à eux-mêmes et un peu plus libres de leur temps. Ils en profitent pour c'est ce que j'allais vous dire. Dans tout le film, on voit très peu la figure autoritaire. Alors la figure autoritaire, parents, elle est là, mais elle n'est pas omniprésente. C'est-à-dire qu'ils ont des grands moments où ils sont livrés à eux-mêmes. On voit, alors son prénom, Pianki, qui se fait un peu sermonner parce que ses résultats ne sont pas à la hauteur et on lui reproche peut-être de trop s'amuser par rapport. Et d'ailleurs, nous, de l'extérieur, on se dit « ça doit être grave pour lui de ne pas travailler alors qu'on imagine qu'ils sont concentrés, sérieux, et en fait c'est un enfant comme les autres. » Voilà, c'est un monastère aussi qui est particulier. Il y a des monastères qui sont plus près de la ville et où il y a plus d'encadrement, où il y a plus de cours. Pourquoi il y a plus de tentations quand ils sont plus près de la ville? Non, c'est que je dirais que les enseignants sont un peu plus qualifiés et un peu plus motivés pour aller travailler dans ces monastères. Là, on est vraiment dans un des monastères les plus reculés du pays. Donc, avec des enfants qui viennent vraiment de milieux plutôt défavorisés et avec des cours qui sont vraiment extrêmement succincts et assez peu développés, contrairement à d'autres monastères plus près de la capitale, comme Thimphu et autres, où j'ai été, où ils ont des cours d'anglais, ils ont des cours... Qui ressemblent plus à des facs ou des universités. Des monastères écoles, classiques bouddhistes. Alors, deux choses qui sont absentes et pourtant qui sont très très présentes pour ces jeunes gens. Qui était absente de l'extrait qu'on vient de voir. Un, d'abord, c'est le bruit, le son de leur téléphone. Un des premiers contacts avec l'ère nouvelle, c'est le son, à un moment où on l'entend, c'est le son le réveil d'un téléphone qui claque comme une agression dans cet environnement de méditation, de quiétude, de calme. Et on se rend compte, je pense que c'est une analogie pour montrer de quelle manière brutale est rentré Internet dans leur monde. C'est un peu ça, non ? Oui, moi j'essaye de... Alors c'est assez extraordinaire parce qu'on est à 4000 mètres d'altitude. Donc il y a... extrêmement peu de bruit. Et d'ailleurs, dans le précédent film, la bande sonore était quasiment... il n'y avait rien. C'est-à-dire que si vous allez à 4000 mètres, vous remarquerez qu'il n'y a quasiment aucun bruit. Donc voilà, moi j'essaie de travailler aussi bien avec les mots, avec les images, avec les sons, et de faire, comme le précédent plan qu'on a regardé, de faire en sorte que chaque plan, que ce soit au niveau du son, au niveau du cadre, au niveau de tout ce qui s'y passe, soit comme une espèce de métaphore de la totalité de mon film. Voilà, donc je trouvais que cette manière d'arriver tout d'un coup et de montrer qu'on était 10 ans après et que toute cette technologie était là, par cette sonnerie que tout le monde connaît, qui est la sonnerie qui est de base sur tous les smartphones, nous permettait en un quart de seconde de comprendre ce qui s'était passé. Mais même quand ils jouent au jeu sur leur téléphone, c'est intrusif, c'est agressif. Des sons qu'on connaît pour les avoir dans notre environnement, mais ils font moins de tâches, je dirais, ils sont moins choquants dans notre environnement que dans le leur. Moi, personnellement, c'est le contraste qui m'a le plus surpris. C'est ce qui m'a convaincu de faire ce film aussi. Et cette image-là des jeunes sur leur téléphone en train de prier, c'est la première image que moi j'ai vue lorsque je suis retourné 5 ans après avoir fait le premier film. J'arrive dans le monastère et c'est ça que je vois. Et je ne les avais pas vus depuis des années. Donc moi je les avais quittés alors qu'ils commençaient à regarder la télévision. Je reviens et je vois la totalité des moines. Donc j'ai sorti ma caméra et j'ai dit... Voilà, je pense que ça va être ça, il y a un film à faire. Mais je n'avais aucune idée à l'époque de ce qui allait se passer, je n'avais aucune idée du fait qu'il allait quitter le monastère. C'est ce que j'allais vous dire, il n'y a pas de scénario. Il n'y a aucun scénario et il y a juste beaucoup de temps, beaucoup d'années. Oui, parce qu'en fait, sur 3 ans, vous y êtes allé plusieurs fois. J'y suis allé environ une dizaine de fois, par séquences de 2 ou 3 semaines maximum, parce que c'est très long d'y aller, donc il y a 2 jours d'avion, après une journée de voiture, et donc je ne pouvais pas m'installer là-bas pendant toutes ces années, mais ça m'a permis, voilà, en ayant des relais sur place qui me tenaient au courant de tout ce qui se passait dans la tête de mes personnages. Oui, donc, parce que je tiens à préciser une chose, c'est que même si
on en a parlé tout à l'heure, vous me dites qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a effectivement pas de scénario préalable, mais c'est un vrai film de cinéma avec une véritable histoire, avec un début, un milieu, une fin. C'est-à-dire que, pour plaisanter tout à l'heure, je vous disais, vous avez pris la nouvelle vague, vous avez fait une nouvelle vague inversée, dans le sens où la nouvelle vague voulait amener le cinéma dans la vie réelle, vous avez amené la vie réelle dans les codes du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des plans de cinéma absolument superbes, il y a un travail de l'image absolument magnifique. Bon, le Bhoutan, c'est plus facile de faire des belles images, vous allez me dire que dans la rue d'à côté, en plein milieu de Paris, quoique, il y a la bande-son, votre compositeur a fait un travail absolument superbe, mais véritablement, c'est moi ce que j'en ai retenu quand je l'ai vu, c'est que c'est un film de cinéma alors que c'est classé documentaire. Alors, voilà, moi je pense... sans faire trop de modestie, c'est que malheureusement, les documentaires sont enfermés dans un genre qui est dû à trop d'années de ce que la télé en a fait et de ce qu'une certaine télé en a fait, mais la réalité du documentaire et le potentiel de fiction, de comédie, de drame, de tension qu'il y a dans la réalité, il peut rivaliser facilement avec n'importe quelle fiction. Voilà. Tout dépend de comment vous l'appréhendez et tout dépend du temps que vous y passez. Alors pour avoir du temps, et pour avoir des caméras telles qu'on a utilisées là, il faut beaucoup de moyens. Or, pour avoir beaucoup de moyens, on vous demande, quels que soient vos financements, habituellement, d'écrire totalement ce que vous allez faire. Or, personne ne peut le faire parce que c'est censé être la réalité. Donc malheureusement, on a réduit le documentaire dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il est, en lui demandant d'être financé comme une fiction. Si vous Adrien me suivez. Et moi, j'essaye juste de rendre au documentaire ce qu'il mérite, c'est-à-dire quelque chose qui peut être drôle, émouvant, avec des ressorts dramatiques qui, je pense, sont équivalents à n'importe quelle fiction. Vous leur avez fait jouer la comédie un petit peu ? Absolument jamais. Par contre, ils étaient au courant de ma présence et ils savaient que je les filmais. J'étais pas en caméra cachée, etc. Mais j'ai en permanence appréhendé chaque moment où je savais que potentiellement il y allait avoir une confrontation ou une tension. Et donc il suffit d'être là et sur une courbe très claire, de comprendre qu'à ce moment-là, il faut que vous soyez là. Et puis là, quand il y a combien, 9000 km à faire, faut l'appréhender d'autant plus. Il faut être bon, il faut bien sentir le truc à mon avis. Alors je disais qu'il y a deux éléments qui manquaient dans l'extrait qu'on a vu là précédemment. C'est d'abord le bruit et puis les femmes. Il n'y a absolument aucune femme dans le monastère. Enfin, on voit, c'est que des jeunes gens ensemble. Et moi, en tant qu'homme, je me mets à leur âge, 13-14 ans, c'est ça, à peu près. Et j'imagine d'un seul coup qu'on me donne la possibilité d'accéder à un monde qui m'est totalement inconnu, qui est le monde de la femme, la féminité, avec tout ce que ça implique, et notamment certains accès qui doivent être très très loin de ce qu'on leur apprend, qui est l'accès à la pornographie, à la sexualité. Ça doit être un choc, mais d'une brutalité. Vous l'avez vu sur leur comportement, vous l'avez vu. Est-ce qu'ils appréhendent ça avec du désir, de l'excitation, de l'amour? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce qu'il y en a qui se sont rendus compte? L'homosexualité, est-ce qu'elle existe au travers de... Est-ce que ça a pu permettre à certaines personnes de se dévoiler autrement? Alors, l'homosexualité existe. Elle est très très mal perçue, donc il n'y a aucune possibilité d'en parler ouvertement. Mais il y a des études qui montrent qu'il y a des vrais problèmes d'homosexualité. Moi, j'ai assisté à des conférences sur le sujet de protégez-vous, etc. Maintenant, elle est pas ni plus ni moins présente, je pense, qu'ailleurs. Par contre, ce qui est certain, c'est que la manière dont ils ont été confrontés à tout ça est d'une violence extrême, puisqu'ils sont passés de rien. Les deux programmes principaux qu'ils ont regardés quand la télévision est arrivée, c'était du catch américain et des films pornographiques, des chaînes pornographiques. Donc, il y a la violence et du sexe. Voilà. Donc ils sont passés de rien à ça, mais à hauteur de 12 heures par jour. Oui, ils se sont abreuvés voilà. Littéralement. Donc il y a eu des débats parmi les parlementaires et parmi les ministres en disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on légifère, etc. Ils ont essayé de légiférer pendant un temps. Les autorités religieuses ? Les autorités ont commencé à dire c'est pas possible, on va interdire et le porno et le catch. Et il y a eu, dès qu'Internet est arrivé, c'était fini. C'est-à-dire que voilà, donc vous pouvez l'interdire à la télévision, France, voilà. Donc, et il y a eu aussi même beaucoup de protestations en disant mais on n'est pas la Corée du Nord, personne ne doit nous dire ce qu'on regarde ou ce qu'on ne regarde pas.
Et le catch américain et le porno sont encore très populaires, mais comme ailleurs. Je dirais qu'il y a mais, Oui, non, mais oui. Voilà. Sauf que c'est arrivé ils n'avaient jamais eu ça. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de... Alors, donc le bruit, les femmes, mais il y a aussi une chose à laquelle Bianchi, je vais y arriver, pardon. Pourtant, c'est vraiment quelqu'un de très attachant, a découvert aussi, c'est la désillusion, c'est-à-dire l'illusion au travers de l'écran et la réalité. Et notamment, on va le voir aussi avec cet extrait, c'est quand il rencontre sa promise, entre guillemets, sa dulcinée, et il apprend des choses qui n'étaient pas prévues au préalable, on regarde. 대추 알루치에 누구든 뭐. 알로 찌요. 로치다 도치다 마스베테 뭐. 대마 유진나 가넬람님이나 대추. 야, 치위치는 걸 뒤야가 찌리치면 왜? 주의와. 야, 찜마자메 와람니 지순디죠. 추추추기 찌르만 단데가. 또 지사주든가 또 베기. 또 누워? 저지도 나누시. Saya ada nerto. Sai. Masa cuci kita kan jadi soalnya. 누워. 대치와 위치하나 집으로 중고 도면서 중고로 된다 보험 도면서 다들 중고 위치 도면서 충분히 매워. 동거 집도 돼 빠나 보험 도면서 위치 이렇게 빠나. 다들 중고도 돼. 중고 집도 돼. 티 하람 찍어 봐가. 똥도 주르고 왜? 에. 티투르도 슬람베 바이 오이야 이놈나. 오이와. 에. Qu'est-ce qui lui fait le plus mal? C'est d'apprendre qu'elle a un enfant, c'est d'avoir été trompée en fait. Je pense que c'est la dureté de sa réaction et la manière dont elle lui parle et l'espèce d'absence totale de il cherche pas la même chose. Il cherche pas du tout la même chose, on va le découvrir dans le film sans raconter tout, mais lui, je dirais que c'est mi-amical, mi-amoureux. C'est aussi surtout la possibilité de partir du monastère. Voilà, il y a quelque chose d'une curiosité qu'il a toujours eue. Moi, je dis toujours que quand je l'ai rencontré, il m'a toujours fait penser à Jean-Pierre Léaud dans le casting des 400 coups, avec une espèce de... Il n'était pas à sa place dans le monastère, mais il aime beaucoup le monastère quand même, et cette espèce de tristesse permanente et de grande joie potentielle, et de toujours être là. Et c'est pour ça que je l'ai décidé de passer 10 ans à le suivre. C'est que je trouve que même sans parler, et là c'est un peu l'exemple, de par ce qu'il exprime, de par ses émotions, on comprend tout, on n'a même pas besoin des dialogues. Alors là, on va pas déflorer le film, on va pas tout raconter, mais il y a des séquences, notamment dans une salle de jeu, où là, il y a quand je disais Retour vers le futur, ils sont transportés dans un univers bruyant avec des néons. Quand je vous disais que pour moi c'était un film de cinéma, j'ai trouvé une référence presque à 2001, l'Odyssée de l'espace, avec ces lumières comme ça, ces gros plans, avec la lumière rouge de Harry, menaçante. Et j'ai eu le sentiment de voir un futur qui faisait peur, dans lequel eux, on dirait qu'ils ont toujours connu ça, ils sont mais à l'aise comme n'importe quel jeune occidental, africain, américain, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire de notre jeunesse actuellement? Est-ce que c'est une génération perdue pour le bout de temps? Comment vous qui avez vécu longtemps du coup là-bas sur 2 films, comment vous voyez leur avenir? Est-ce que c'est un univers, un monde qui n'existe plus dans 50 ans? Alors, moi, je voudrais vraiment surtout parler de nous. Et ce film-là, il n'est pour moi que la possibilité de nous remettre en question de notre propre rapport à ces écrans. Thomas Bamès, merci tout d'abord d'avoir réalisé ce film, parce que je le redis véritablement, ça a été une très belle surprise. C'est vraiment un film magnifique de cinéma, un film splendide. Vous êtes également le producteur de ce film, donc doublement merci. Merci d'avoir accepté cette invitation pour cette première émission de cette nouvelle saison de TLS+. On le rappelle, Sing Me a Song, le 23 septembre dans toutes les salles. Ouais. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. TLS+, c'est terminé. Comme d'habitude, et comme la saison d'avant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Et moi, je vous dis à très vite. Au revoir.